Oui, bonjour à tous. Donc, comme c'est très rapide, c'est vraiment un tour d'horizon plutôt sur pour ma part en tout cas, sur la notion de plan d'eau. Parce qu'en fait, le terme de plan d'eau est un peu un mot valise dans la langue française. C'est un mot à la définition tellement large et tellement générique qu'elle englobe un peu tout et n'importe quoi, du plus petit au plus grand, d'un mètre de profondeur d'une mare aux 60 mètres d'un grand barrage, la retenue d'un grand barrage hydroélectrique en vallée, d'une formation naturelle, artificielle, un barrage en cours d'eau ou dans le bassin versant. Il est alimenté par une source, par du ruissellement, par des pompages. On a une problématique de digue ou bien c'est une fosse, un creux. Et puis, on a des plans d'eau, en fait, différents plans d'eau pour tous les usages possibles et imaginables. Et par exemple, voilà, derrière plan d'eau, on a des étangs, une étendue d'eau, un barrage, un bief, une réserve, une retenue, même avoir une lagune ou un lac. Enfin, tout ça sont des mots qu'on peut trouver derrière l'expression plan d'eau. Donc, évidemment, les différentes réglementations euh, ont finalement établi leur propre périmètre. Et puis leur propre périmètre d'application. Ce n'est pas obligatoirement des définitions, mais c'est des périmètres d'application un peu différents autour de ce mot générique. Alors, à commencer par la DCE, par exemple, où on parle donc de masse d'eau. Alors, en anglais, les masses d'eau, plans d'eau, sont plutôt sont appelés lakes, donc des lacs, terme générique aussi, mais voilà. Et on a traduit en français par plan d'eau. Et une masse d'eau, plan d'eau, pour la DCE, c'est une partie distincte et significative des eaux de surface, naturelles ou artificielles, ou fortement modifiées. Et du coup, on se retrouve avec des plans d'eau qui sont obligatoirement, finalement, au-dessus d'un seuil de 50 hectares. Donc, en dessous de 50 hectares, pour la DCE, on n'est pas en plan d'eau. On ne s'y intéresse pas particulièrement au titre de la DCE. En tout cas, ce ne sont pas des objets dont on va chercher le bon état ou un bon potentiel, etc. Donc, c'est 50 hectares pour être un plan d'eau DCE. Ensuite, on a la nomenclature IOTA, loi sur l'eau, qui en fait exclut certains types de surfaces planes en eau de sa rubrique plan d'eau. Et donc, ça donne un autre périmètre à ce terme plan d'eau, puisqu'on on a exclu les bassins de rétention, les bassins d'eau pluviale, etc., les grands barrages, les biefs en rivière, ce qu'il y a juste derrière, dans le limineur, derrière les seuils et ouvrages en travers des limineurs. Alors, tous ces surfaces planes qui sont exclues de la rubrique plan d'eau sont quand même traitées et réglementées à travers d'autres rubriques de la nomenclature, mais en tout cas, ce n'est pas dans la rubrique plan d'eau. Donc, on a la rubrique ouvrage hydraulique pour les barrages qui intéressent à la sécurité. On a la rubrique obstacle en lit mineur ou bien des rubriques assainissement, rejet. Et on a aussi finalement des rubriques prélèvement qui peuvent être associées en tout cas à des surfaces planes et à des ouvrages de stockage. Alors, ensuite, on a aussi les SDAGE qui ont en général beaucoup de mesures sur les plans d'eau, sans trop définir non plus ce qu'on entend par plan d'eau. Et exactement, quoi. Et comme ces mesures conditionnent souvent des régularisations, des reconnaissances d'antériorité, à des déconnexions du cours d'eau, ou bien empêchent aussi la création de nouveaux plans d'eau ou posent des conditions à tout cela, on devine un peu que ce sont des mesures qui visent préférentiellement des plans d'eau de type étang ancien, souvent en travers des cours d'eau. Et elles ne sont pas obligatoirement, si on regarde bien, adaptées à des plans d'eau de centrales hydroélectriques, par exemple, ou des grandes retenues d'irrigation non plus. C'est le périmètre du mot plan d'eau et des mesures plan d'eau du SDAGE n'est pas obligatoirement très, très bien précisé, souvent. Ensuite, alors, en autre réglementation, on a la loi montagne
Donc, c'est le L122-12 du Code de l'urbanisme qui reprend cet article de la loi Montagne, qui fixe une protection particulière des rives naturelles des plans d'eau de moins de 1000 hectares contre les nouvelles constructions, les routes, les affouillements sur une distance de 300 mètres. Et puis, enfin, et sans être exhaustif, parce que franchement, on a vraiment beaucoup de réglementations qui peuvent parler de plans d'eau, on a encore de la réglementation sur la pêche qui, elle, va distinguer des plans d'eau en fonction de l'usage pisciculture qui en est fait et du caractère d'eau close ou eau libre de leurs eaux. Et puis qui donne aussi un statut juridique un peu particulier aux étangs anciens, aux étangs en fonction de leur ancienneté, plus ou moins grande ancienneté. Et puis voilà, après on peut encore trouver des réglementations spécifiques au PPRI et bien sûr on a les sages qui peuvent dire des choses sur les plans d'eau, mais ça, Emma va le présenter après moi. Donc, pour un plan d'eau, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas. Donc, c'est toujours important de préciser de quel plan d'eau on parle quand on veut notamment établir une stratégie, des orientations ou une politique de remise en gestion, de restauration, de suppression. Quand on se pose des questions sur les plans d'eau, c'est quand même important de savoir bien de quel plan d'eau on parle et pourquoi et quels impacts on veut traiter, en fait, parce que souvent, ce sont quand même par rapport aux impacts qu'on veut agir dessus. Alors, c'est un peu le sujet au cœur de ce séminaire. Et évidemment, comme rien n'est binaire, les plans d'eau, dans toute leur diversité, vont apporter d'un côté des bénéfices divers et variés, tant écosystémiques, même s'ils sont artificiels. On a des étendues d'eau pour les oiseaux. C'est un point très important de ces étendues d'eau. Pour les échassiers, on a la flore rivulaire qui est intéressante, une flore aquatique, les problématiques des insectes, des amphibiens, etc., qui sont associés à ces objets, enfin potentiellement associés à ces objets. Et donc, c'est des bénéfices tant écosystémiques que, évidemment, pour des usages anthropiques. Ce n'est pas pour rien qu'on les a construits en général. Donc, pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation, l'énergie, l'alimentation, les loisirs. Et aujourd'hui, on a, pour certains d'entre eux, une dimension patrimoniale qu'on peut associer aussi. Mais évidemment, ces ouvrages, alors, dès lors qu'ils sont artificiels, peuvent entraîner des impacts cumulés pouvant être très forts sur la qualité comme sur la quantité de la ressource en eau, avec le phénomène de réchauffement, d'eutrophisation, d'envasement, de colmatage des fonds, d'évaporation aggravée, de changement d'espèces aquatiques par rapport à des cours d'eau, la problématique des espèces exotiques envahissantes, quand ils sont abandonnés notamment. Et alors en particulier, là en ce moment, où on a un Varenne agricole de l'eau, du changement climatique qui va se clore, qui aura suscité beaucoup de revendications par rapport à ces objets, plans d'eau, au moment où on a un arrêté du 20 juin 2021 qui fixant des prescriptions générales applicables aux plans d'eau de la rubrique plan d'eau IOTA et à leur vidange, suscite, lui, des réactions plus ou moins vives, notamment autour de son article 4, qui vise à protéger les zones humides contre la création de nouveaux plans d'eau. Et puis, dans le contexte du changement climatique, donc, qui risque d'augmenter les tensions sur la ressource en eau et sa disponibilité pour répondre aux besoins humains, on voit que la question se pose de façon accrue de savoir si on pouvait passer à la diapo suivante, je pense. Je n'ai pas... non, c'est pour Emma, bien, c'est bien. Cette question, en fait, donc se pose vraiment de façon accrue, savoir si les plans d'eau sont une solution d'avenir ou au contraire un problème contre-intuitif, engendrant plus d'inconvénients que d'avantages. Et elle se pose d'autant plus pour les responsables de SAGE, qui sont des documents de planification pouvant orienter, voire réglementer la gestion de la ressource en eau et des plans d'eau, d'où ce webinaire qui vise à apporter quelques éléments d'information sur le sujet avec l'intervention donc, de Florence Abetz et le retour d'expérience sur la Vienne ou le bassin Célé-Lot. Alors, je
parlerai pas trop de chiffres parce que je sais que Florence Abetz va en parler. On a des estimations diverses et variées et tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit lancer normalement une mission pour une analyse satellitaire d'un inventaire en fait satellitaire des plans d'eau pour enfin en savoir vraiment plus sur le nombre de plans d'eau divers et variés, d'étendues d'eau qu'on a en France. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Emma Gainé, donc, qui va détailler un peu plus les possibilités offertes de gérer les plans d'eau à travers SDAGE et SAGE surtout. Merci Claire-Cécile. Donc, avant de revenir plus précisément sur les SAGE, on passe par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont là pour fixer les orientations et atteindre le bon état sur 6 ans. Donc, les SDAGE édictent plusieurs dispositions pour limiter l'impact des étangs. Donc, Claire-Cécile en a cité quelques-unes juste avant. Donc là, je voulais juste poser un exemple, celui du SDAGE Loire-Bretagne, où l'intérêt économique et ou collectif doit être justifié pour tout nouveau projet de création. La création de nouveaux plans d'eau est interdite dans les réservoirs biologiques et les bassins versant à trop forte concentration de plans d'eau. Et les nouveaux plans d'eau et la régularisation des étangs sont possibles sous 5 conditions qui sont en lien avec les périodes de remplissage, de prélèvement, de vidange, l'isolement au réseau hydrographique, le système de vidange, le débit et le piégeage des espèces indésirables. Donc, bien sûr, ces dispositions ont des caractéristiques plus précises que vous trouverez dans le SDAGE et ne s'appliquent pas du coup, à la notion de plan d'eau dans son intégralité. Il y a des catégories particulières. Ce qui fait la spécificité des documents d'usage, c'est qu'ils sont publics et opposables aux décisions de l'administration ainsi qu'à certains documents d'urbanisme, qui doivent leur être rendus compatibles 3 ans après leur publication. Donc, c'est là qu'on va arriver au SAGE, si j'arrive. Changer de diapo. Ces schémas sont une déclinaison du SDAGE à un niveau plus local. Donc, le SAGE doit être compatible au SDAGE et au niveau de ces 2 documents, donc le plan d'aménagement de gestion durable, il est opposable au pouvoir public. Donc, on a un rapport de compatibilité et sinon, le règlement, lui, est opposable au tiers, donc un pouvoir un peu plus fort avec un rapport de conformité. Donc là, pareil, je me suis servi d'un exemple, le SAGE des bassins côtiers de la région de Dole de Bretagne, où sur les 3 règles, il me semble qu'il y a 3 règles uniquement dans le règlement, il y en a 2 qui sont consacrées au plan d'eau, avec un lien à une disposition de leur PAGD. Donc là, par exemple, sur la disposition 31, on veut limiter les prélèvements pour répondre aux problèmes de gestion quanti en période d'étiage. Et du coup, cette disposition est directement associée à une règle qui encadre les demandes de prélèvement dans les cours d'eau pour l'alimentation des plans d'eau. Donc, plus particulièrement, on a des nouveaux prélèvements qui vont être interdits entre le 1er avril et le 31 octobre. Au niveau de la seconde disposition, 56, donc l'objectif, limiter l'impact des plans d'eau, en particulier sur les milieux aquatiques. Là, on va avoir une interdiction de création de nouveaux plans d'eau au niveau de la règle numéro 3 sur les bassins à forte densité et qui sont identifiés sur une carte. Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le règlement du SAGE ne peut pas prévoir d'interdiction générale et absolue, sous peine d'irrégularité. Donc, en revanche, les interdictions qui interdisent une activité limitée dans le temps, donc là, on revient à la période d'étiage pour la règle numéro 1 dans l'espace, donc le système par cartographie de la règle numéro 3, ou assortie d'exceptions. Donc ça, pareil, je ne les ai pas listées, mais chacune des 2 règles ne s'applique pas à tous les plans d'eau. Ça ne s'applique pas aux retenues collinaires, aux réserves de substitution, donc voilà, à plein de petites spécificités. Donc voilà, pas d'interdiction absolue, mais des limites dans le temps, dans l'espace ou des exceptions. Le SAGE peut donc permettre de limiter les impacts néfastes des plans d'eau qui seront développés un petit peu plus tard dans le webinaire. On peut d'ailleurs observer dans la base des règles de SAGE qu'on trouve sur gesto.fr qu'on a tout un panel de règles qui s'appliquent aux plans d'eau, que ce soit sur la création, les extensions, les renouvellements d'autorisation, le remplissage, la vidange, les secteurs d'implantation. Donc voilà, le SAGE peut permettre de toucher plusieurs spécificités des plans d'eau et de réglementer grâce à l'opposabilité au tiers de son règlement pour limiter les impacts. Donc voilà le point qu'on voulait faire sur les SAGE pour conclure. C'est la fin de notre introduction.